This meeting is Bonjour. being recorded. Bonjour à tous, merci d'être ici pour notre 5e session de Pitch Feedback, donc organisée par Seedigals et l'incubateur HEC. Donc, on va démarrer dans quelques minutes, on va attendre que les gens puissent nous rejoindre. Donc, juste pour rappel, chaque startup aura 5 minutes pour pitcher et 10 minutes ensuite d'échange avec les membres du jury. Je vais démarrer par vous présenter un peu Seedigals et ensuite il y a Philadelphie qui va aussi présenter l'incubateur HEC et les autres membres du jury pourront se présenter. Donc, Seedigals, c'est une plateforme SaaS qui permet d'automatiser la génération de la documentation juridique pour toutes les opérations sur le capital des startups, levée de fonds, partage de capital, afin de leur aider dans la croissance. Bon, maintenant, je vais inviter Philadelphie, tu peux bien te présenter l'incubateur. Yes, salut Félix, bonjour tout le monde, je m'appelle Philadelphie, je suis operating partner à l'incubateur HEC, qui est un programme d'accompagnement de startup basé à Station F, qui a accompagné Seedigals à ses débuts en France. Mon rôle, c'est d'aider les entrepreneurs à scaler, à lever des fonds, voilà. Et je suis aussi business angel dans 3 startups. Parfait, merci. Si tu veux, Julien, tu peux prendre la main. Bonjour Julien, j'ai une double casquette puisque je suis à la fois entrepreneur dans la tech et investisseur à titre perso. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. J'ai monté ma première startup en 2002, quand certains d'entre vous étaient peut-être pas nés. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de lever des fonds. Maintenant, c'est devenu mainstream. Et donc, je suis également directeur commercial de Seedigals. En fait, c'était une société dans laquelle j'avais investi comme angel quand elle a été fondée par Laurent Lafille, qui était précédemment mon lead investor. Donc, lui, il a fait le chemin de VC à angel, puis à fondateur. Moi, j'ai fait le chemin inverse et on s'est retrouvé dans Seedigals. J'ai rejoint après la série A quand la boîte commençait à avoir de la traction. Et donc, j'ai fait des investissements en angel au UK, en France. Et puis, j'ai fondé des boîtes où j'en ai rejoint, comme Seedigals. Merci Julien. Si tu veux, David, tu peux finir la présentation. Ça marche. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis associé dans une société qui s'appelle Angel Square, qui a accompagné un bon nombre, plusieurs centaines de startups sur leur levée de fonds early stage. On a aussi réuni une communauté d'investisseurs, business angel et family office pour financer donc des levées autour de 500 000 et 5 millions d'euros. Il y a une équipe d'investissement qui accompagne les fondeurs de l'étape du deck DP jusqu'au closing de l'opération, un peu comme fait une banque d'affaires. Et à côté de ça, j'ai monté un club d'investissement dédié à la green tech, tous les sujets de transition alimentaire, énergétique, industrielle, l'année dernière. Et on a investi dans cette startup un peu plus de 2 millions d'euros aujourd'hui. Et puis voilà, on se développe plutôt pas mal. Parfait, merci. Donc, on va procéder dans l'ordre suivant. Donc, on va démarrer avec le pas pondu. Ensuite, avec Enzo qui va nous rejoindre, qui va nous présenter Essential Toothbox, ce qui va être suivi par Alexandre avec Nuta, Emmanuel avec Explo, et on va finir avec Make My Mask avec toi, Julie. Donc, voilà. Donc, je vais mettre le chrono. Est-ce que, Chérine, vous avez la présentation? Vous pouvez partager votre écran ou pas? Oui. Super. Tout de suite. Donc voilà, donc si vous voulez partager votre écran, dès que vous me dites go, moi je lance le chrono et je vous arrêterai au bout de 5 minutes. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien et tout le monde nous entend bien? Super. Oui. Super, alors go. C'est moi qui vais commencer pour vous présenter le pas pondu. Alors pour commencer, je vais vous poser peut-être une petite question, savoir quelle est la dernière fois que vous avez mangé des œufs. Et peut-être que, comme de nombreux Français, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que l'œuf fait partie des produits chouchous des Français. 15 millions d'œufs sont consommés par la population française chaque année. C'est un chiffre énorme, alors qu'un Français sur 3 souhaite remplacer ses œufs dans l'alimentation du quotidien. Alors parfois pour des raisons éthiques, comme par exemple les végétariens ou les véganes, mais aussi pour des raisons de santé, puisque l'allergie aux œufs, c'est l'allergie alimentaire la plus courante chez les enfants. Et vu que c'est un ingrédient que l'on trouve partout, c'est une allergie c'est même un produit dont il est difficile de se passer. Et c'est pour ça que nous avons voulu développer notre solution, qui est donc le pas pondu, un produit qui permet à tous de faire la différence sans sentir la différence. Notre premier produit, c'est le pas pondu battu, donc un produit qui permet de remplacer l'œuf battu, vraiment le mélange de blanc et de jaune que l'on obtient en battant un œuf.
et il permet de réaliser toutes sortes de recettes. Donc, par exemple, des œufs brouillés, des pas pondus brouillés plutôt, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais aussi toutes les recettes de cuisine qui nécessitent un œuf battu. Alors, le marché des alternatives aux œufs, c'est un marché qui est en plein essor et auquel le pas pondu veut être partie prenante. Et il a de forts atouts concurrentiels sur lesquels s'appuyer, comme par exemple ses apports nutritionnels. Donc, lorsque l'on les compare aux premiers concurrents sur le marché, c'est un produit qui est moins calorique, riche en protéines, mais qui possède aussi un apport en fibres qui est très intéressant pour les consommateurs. C'est aussi un produit naturel, puisqu'aujourd'hui, il ne comporte que 7 ingrédients et tous d'origine naturelle. Et c'est aussi un produit simple et le consommateur peut facilement comprendre toute la liste d'ingrédients parce que le pas pondu possède en moyenne 2 fois moins d'ingrédients que tous les concurrents et aussi nettement moins d'additifs. Et qui sommes-nous? Nous sommes Philippine et Chériline, toutes les deux scientifiques, devenues entrepreneurs avec la volonté de proposer une alternative végétale à l'œuf qui respecte la santé et les valeurs de tous. Et nous ne sommes pas toutes seules puisque nous sommes conseillés par des experts, notamment dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, mais également la finance, le management et l'opérationnel. Et depuis le début du pas pondu, nous sommes soutenus par Station F, notamment qui nous a repérés parmi le Futur 40. Donc, c'est le classement des 40 startups les plus prometteuses du campus sur 1000 startups. Et également, nous sommes accompagnés par l'accélérateur de la Silicon Valley Plug and Play. Et actuellement, nous sommes à la recherche d'investisseurs pour la croissance de notre startup, puisque nous souhaitons agrandir les équipes, notamment en marketing et commercialisation, et également augmenter notre capacité de production qui vient en fait avec notre demande grandissante de la part de nos clients, donc qui sont actuellement les restaurants. Et nous souhaitons préparer notre distribution en B2C. Et quelle est notre ambition? Donc, l'objectif, après 3 années d'activité, est d'atteindre 10 millions de chiffres d'affaires. Donc, nous avons commencé notre développement commercial cette année, donc il y a même 3 mois, par la commercialisation du pas pondu battu en restaurant, donc dans 3 restaurants. Et les 3 restaurants se situent à Paris. Ils sont très satisfaits du pas pondu. Certains même disent que c'est meilleur que l'œuf. Et actuellement, nous sommes en discussion avec un grossiste spécialisé dans le vegan. Et ce grossiste aussi a dit que lui-même, étant flexitarien et étant consommateur de peu de simili, a trouvé notre alternative très intéressante et bluffante. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dès demain, on arrive chez ce grossiste. Et donc, nous serons disponibles dans toute la France pour les restaurants et également pour les consommateurs. Et l'objectif, donc, à long terme, c'est dès l'année prochaine d'être internationalisé. Donc, on va commencer par l'Europe avant d'arriver aux États-Unis, au Canada et en Asie. On va proposer d'autres produits alternatifs à l'œuf, dont notamment l'année prochaine, la première alternative végétale à l'œuf qui imite l'œuf sur son aspect. C'est une première mondiale et c'est l'œuf pas pondu. Donc, où est-ce que vous pourrez déguster le pas pondu actuellement? Donc, dans les 3 restaurants qui sont à droite, donc Brie, Restaurant et Fora. Merci pour votre attention. Parfait. Il vous restait même 35 secondes. Merci beaucoup, Chéline. Merci beaucoup, Philippine. Super. Je vais passer la parole au jury. Donc, qui veut démarrer? Alors, moi, je serais très curieux. Du coup, donc déjà, bravo, le pitch est très bien. Tout ce que vous nous avez donné, c'est très clair. J'ai très bien compris. Ce qui me manque là maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Tu vois, vous me vendez du rêve. Je comprends le marché. Je pense que ça existe. On fera les feedbacks plus tard. Là, je ne sais pas si on peut faire une mini question-réponse. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous avez déjà achieve? C'est vrai que du coup, en 35 secondes, on aurait pu en parler un peu plus sur ce qu'on a déjà accompli. Au niveau de la commercialisation, on avait réalisé une campagne de financement participatif qui avait réuni 600 contributeurs. Et donc, c'était finalement un peu plus de 20 000 € de prévente. Et au niveau des restaurants, donc ça fait 3 mois qu'on a été commercialisé chez ces 3 restaurants. Et donc, ça a généré un peu plus de 4 000 € de chiffre d'affaires. Et actuellement, nous sommes en test avec d'autres restaurants. Donc, à peu près 5 restaurants. Dont, alors, au niveau des profils de restaurants, il y a des restaurants véganes, mais on a aussi des restaurants classiques qui veulent apporter une solution, une offre végane à leur carte.
Bon, je vais enchaîner. Les slides sont jolis, le pitch il est bien fait. J'ai trouvé que c'est quand même un peu succinct, c'est-à-dire vous levez 1,5 million, on reste un peu sur sa fin, notamment tu vois, c'est quoi la scalabilité de ce que vous faites, quel est côté production et puis surtout le go-to-market côté distribution. Je pense qu'il faut apporter un peu plus de détails, un peu plus de matière. On ne sait pas la levée d'1,5 million, où est-ce qu'elle vous amène. Par rapport à une précédente version que j'avais vue, il y a des chiffres qui ont disparu, notamment l'ambition. Je crois que vous avez une ambition à 100 millions d'euros à 5 ans, etc. Ça, c'est intéressant. Et donc, voilà, toutes ces choses-là, il faut les poser. Je pense pour lever 1,5 million, il faut quand même un peu plus de détails que ce que vous avez présenté. Puis surtout, j'ai été un peu désarçonné sur le premier slide. S'il y a 65 millions d'habitants en France, je ne vois pas comment on peut consommer que 15 millions d'œufs. Je n'ai pas compris le premier chiffre et ça m'a tout de suite perturbé. Si tu veux. C'est vrai qu'on a peut-être fait une erreur c'est 15 pense, milliards. Ah oui, c'est 15 milliards. Oui, c'est 15 milliards. C'est 15 milliards, ouais. C'est Oui. vrai. Merci pour la coquille. Hop, c'est noté. En tout cas, les filles, je rejoins le retour de Julien Philadelphe sur la présentation. C'est hyper agréable de vous entendre. Après, c'est des secteurs qui sont très complexes, très industriels. Et donc, évidemment, nous vendre un peu, en tant qu'investisseur averti, nous vendre un peu, tu vois, le côté super shiny et cool des alternatives aux œufs et du marché adressable, c'est un peu, c'est un peu frustrant pour nous parce que nous, évidemment, on se pose plein de questions sur, en gros, derrière, c'est quoi que vous vendez exactement? Est-ce que c'est des poudres? Comment la cuisine? Vous vendez un peu à tout le monde, au restaurant, en marque propre. Alors que quand on voit aujourd'hui, il y a des marques qui ont en gros décidé, il y a des boîtes qui ont décidé de lancer leur marque et puis il y en a d'autres qui fournissent des poudres à des gros industriels agroalimentaires et en gros qui repose sur du B2B plus que du B2C. Donc voilà, c'est quoi les choix stratégiques qui se posent à vous? C'est quoi aujourd'hui la forme sur laquelle vous vendez votre produit et le programme R&D que vous avez en place? Vous êtes deux scientifiques et pourtant on n'a pas parlé d'R&D là. Donc voilà. Je me suis fait la même réflexion, c'est-à-dire Vous adressez visiblement pas il y a la propriété intellectuelle derrière, mais on l'a pas vu quoi. Ouais. Donc ça m'intéresse si vous avez 2 minutes pour que vous nous présentiez un peu la R&D. Nous on s'est croisés il y a maintenant presque 2 ans, un peu plus je crois. C'était avant le Covid, donc je suis intéressé de savoir comment le produit a évolué depuis et que vous nous parliez un peu plus de la tech, quoi. De la tech, de vos marges, de comment vous allez l'industrialiser et de vos choix stratégiques. Alors 2 minutes c'est court, mais si vous avez quelques éléments de réponse, c'est top. Avec plaisir. Et là, du coup, notre premier produit, c'est le pain pendu battu, donc vraiment le remplacement à l'œuf battu. C'est un produit qui est prêt à l'emploi, donc liquide, et qu'on commercialise pour le moment en B2B auprès de restaurateurs. Le grossiste avec lequel on va travailler dès demain est aussi accessible aux particuliers, mais ce n'est pas notre volonté d'aller trop vite, trop tôt sur le B2C parce qu'on a besoin de consolider d'abord notre logistique. On est aussi en relation, en effet, avec des industriels qui sont très intéressés pour le remplacement des œufs. On a commencé quelques essais, mais doucement, parce qu'on attend en fait d'avoir des capacités de production plus importantes pour répondre à leurs besoins. Mais on a quand même commencé quelques essais assez intéressants. Et comment on obtient des capacités de production plus importantes? Justement, c'est un des enjeux de la levée de fonds. Actuellement, on connaît notre rythme de croisière, mais la levée de fonds nous permettra de mieux nous équiper. Donc, par exemple, d'avoir un plus grand laboratoire, de pouvoir recruter des personnes qui tu vois, si tu lèves 1,5 million, il faut que tu dises où ça t'amène. Bien sûr. C'est les 3 objectifs de la levée de fonds, en effet. D'abord, constituer une équipe marketing et commerciale pour compléter un peu les compétences de l'équipe, augmenter les capacités de production, et mettre en place tout un plan de communication pour notre arrivée en B2C qui devrait arriver prochainement aussi. La partie, en gros, quand vous avez parlé de vos avantages compétitifs, c'est sympa parce que vous les orientez très consommateurs, c'est-à-dire en gros, moi, consommateur, qu'est-ce que je vais retrouver en consommant vos alternatives à l'œuf plutôt que les marques concurrentes. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plus, c'est quoi les difficultés R&D que vous avez eues
que vous avez rempli ou l'IP que vous avez développé qui vous donne un avantage et qui fait qu'une grande marque va plutôt bosser avec votre produit qu'un autre, au-delà des avantages qu'elle va pouvoir mettre en avant sur ses produits. Donc, qu'est-ce que vous avez comme atout là-dessus? Qu'est-ce qui a été complexe à développer Au niveau de la recherche et développement, les gros challenges, notamment sur le premier produit, ça a été de combiner le fait d'avoir que des ingrédients d'origine naturelle, ce qui n'est pas le cas de tous les concurrents, une liste courte d'ingrédients. Donc, en fait, on en a 7 qui sont compréhensibles par le consommateur, mais même par les industriels. Parce que quand on discute avec des industriels, ils nous font part de leur cahier des charges, et notamment, on a ingrédients d'origine naturelle, ou pas de novel food, d'ingrédients novel food, ce genre de choses, ce qu'on n'a pas du tout, ce qu'on a retiré de notre formulation. Et également combiné avec l'aspect technique du produit, c'est-à-dire que le produit peut remplacer l'œuf pour finalement différentes recettes, donc que ce soit dans la cuisine, donc pour le salé, ou même pour la pâtisserie. Donc ça a été le plus gros challenge. Mais concernant l'IP, sur ce premier produit, il n'y a pas d'innovation sur le procédé. Mais par contre, sur le produit qui va arriver l'année prochaine, donc l'œuf à pondu, il y a une innovation sur notamment l'encapsulation du jaune. Donc là, le premier produit est principalement protégé par le secret de la recette et vraiment une sélection très, très méticuleuse de toutes les matières premières qui rentrent dans la composition. Il y a quelques étapes clés aussi dans le procédé de fabrication, notamment de paramètres critiques qui empêchent quand même la reproduction trop facile du pas fondu battu. Et en effet, comme Shailene le dit, il y aura des étapes pour le prochain produit qui seront, elles, brevetables. Par contre. Moi, mon impression, si je peux me permettre, c'est que vous en avez trop sur l'assiette. C'est-à-dire, entre la production à l'échelle, développer ce nouveau produit et le finaliser, le lancer, faire de l'indirect en B2B avec des grossistes, aller chercher les industriels, lancer en B2C, franchement, il y en a trop, quoi. Donc, il faut revoir la roadmap stratégique parce que vous n'allez pas pouvoir avancer tout ça avec 1,5 million. Donc peut-être que c'est d'abord une distribution via des grossistes industriels et se concentrer sur le produit existant, à la scalabilité, etc. Puis un lancement du nouveau produit, etc. Enfin, tu vois, l'histoire, elle n'est pas claire, quoi. Oui. J'ai peur qu'il y en ait trop. Effectivement. Tu n'auras pas 1,5 million en fait. Tu n'auras pas 1,5 million dans l'État. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives à découper en fait ton projet de manière plus simple et te dire quelle est la prochaine étape qu'il faut que je valide pour convaincre les gens un jour de me donner 1,5 million ou plus. Et il me semble que là, ce qu'on ne voit pas dans votre histoire et dans ce que vous avez fait, c'est la vente. Ok, le crowdfunding, c'est bien, mais il faut faire gaffe. Ça peut être assez trompeur. Il faut que vous alliez vous confronter en fait à des réseaux GMS ou de distribution. Il faut peut-être que vous montiez un site e-commerce pour tester si vous pouvez vendre en direct au consumer, j'en sais rien. Il faut que vous testiez des canaux en fait de distribution pour que vous génériez des données sur combien ça me coûte en fait de générer une vente et qu'on puisse ensuite tirer les lignes. Mais là, on ne pourra pas vous donner 1,5 million puisqu'il n'y a aucun début vraiment de ligne commerciale qui est amorcée. Par contre, vous avez l'air d'être assez calé en marketing. Je trouve que c'est assez beau ce que vous faites, c'est assez simple, c'est cool. Donc, pas forcément besoin de monter une équipe marketing. Okay. Et dernier point, le dernier slide, c'est un downer. Enfin, la liste des 3 restos où on peut manger vos œufs, honnêtement, c'est pas au niveau, quoi. Ça marche. Merci beaucoup pour le feedback. Merci à vous. Pour Merci pour tous tous ces retours. C'était super enrichissant. Parfait. Merci et merci à vous, Shailene et Philippine. Maintenant, je vais inviter Enzo. Si tu veux, tu peux partager ton écran et on va démarrer la deuxième Juste page. pour les filles pas pondues, vous bossez avec Métro ou pas? Pardon, on a coupé un petit peu tôt. Est-ce qu'on est en contact avec Métro, c'est ça? Oui. Oui, on a commencé des échanges avec eux. C'est très en amont pour le moment, mais... Ok, ça marche. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, merci à vous. Ciao, ciao. Alors, j'ai une petite problématique vu que j'ai un ordinateur. Il faut que je quitte Zoom et que je revienne pour partager mon écran. D'accord, si tu veux, je vais faire passer quelqu'un avant et tu passes au stade d'après. Sinon, ça va me prendre 2 secondes, mais comme vous voulez. Vas-y, on va t'attendre. Pas de souci. Je suis déjà là, c'est bon. Parfait.
Top, du coup. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Tu me dis go et je lance le chrono. Bah écoute, go, hein. C'est parti. Super. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Essential Toolbox. Donc, ce projet est parti d'un constat qui a été fait par ma cofondatrice et aussi accessoirement ma sœur, qui s'est installée en tant que chirurgien dentiste à côté de Nantes il y a environ 3 ans. Et elle s'est rendue compte qu'il était très complexe de choisir et commander le matériel dentaire. Premièrement, choisir, parce qu'il existe de très nombreux distributeurs sur le marché qui peuvent vendre des produits très similaires à des prix qui peuvent très fortement varier. Et en plus de ça, complexe dans le passage de commande parce que les canaux de vente sont dépassés. On a forcément vérifié un petit peu ce constat suite au moment où il a été fait, avec justement un outil de marché auprès de 230 chirurgiens dentistes répartis dans toute la France. Et on a eu un retour justement du fait que ce point de friction était rencontré par énormément de dentistes et qu'ils étaient prêts justement à être ouverts à une potentielle solution. L'état des lieux aujourd'hui du marché, c'est le fait qu'il y a donc beaucoup de fabricants de matériel dentaire et beaucoup de distributeurs. Et les fabricants ne sont pas les mêmes, enfin, ne sont pas les mêmes entreprises que ceux qui distribuent le matériel. Et aujourd'hui, donc, en France, on a plus de 150 distributeurs de matériel. Le marché est encore très peu digitalisé et les dentistes, notamment, passent encore par des catalogues papier. Et pour commander, donc, ils choisissent via les catalogues papier et ils commandent via mail, courrier ou coup de téléphone. Donc, forcément, c'est très chronophage. En plus de ça, comme j'ai pu le dire, les prix peuvent très fortement varier d'un distributeur à l'autre et la qualité du matériel peut aussi différer. Ce qui fait que pour le choix du matériel et le passage de commande, c'est vraiment une horreur aujourd'hui pour le dentiste. Du côté des dentistes, aujourd'hui, on parle d'une centaine de références à peu près qui sont commandées tous les mois, plusieurs milliers de références au sein d'un cabinet, parce que quand je dis référence de matériel dentaire, je parle de sièges, ça peut passer aux gants, aux fraises, aux anesthésistes, absolument tout. Et le dentiste dépense environ 3 500 € de matériel par mois. Donc, il y a différents types de matériel. Le consommable, qui est vraiment le matériel qui rachète très régulièrement. Le petit équipement, achat très régulier et un peu plus onéreux. Et le gros équipement, là, c'est des achats plus sur de 5 à 10 ans, plus pour gros matériel type stérilisation, siège, etc. Donc, forcément, le dentiste, aujourd'hui, doit passer des heures et des heures tous les mois à choisir des centaines de références. Et ça, c'est vraiment dommage en 2022. Donc, notre solution, c'était de créer une marketplace digitale intuitive moderne qui permettent de mettre en lien donc, les dentistes avec les différents distributeurs du marché, donc qui va proposer aux dentistes une offre, donc la plus grosse offre de matériel qu'ils puissent connaître, qui leur permettent aussi forcément d'avoir une offre digitalisée, contrairement à ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, ce qui leur permet de comparer le prix, mais aussi et surtout la qualité des produits en intrinsèque, c'est-à-dire vu que différents distributeurs peuvent vendre un produit identique, le dentiste pourra justement comparer bien la note produit. Il y aura aussi la note distributeur qui sera liée au service client, donc le SAV et le service de livraison. Et donc, acheter tous ces produits via un seul et même panier, donc un panier centralisé. Pour le distributeur, c'est une meilleure exposition, donc à une plus grande échelle, avec aussi un avantage on va les aider à se digitaliser. Et ça, ils rencontrent des vraies frictions à ce niveau-là. Donc, c'est super intéressant, notamment même chez les gros acteurs qui ont commencé à se digitaliser. Mettre en avant aussi la qualité de leur service client et aussi de permettre aux dentistes de découvrir de nouveaux produits. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup bouche à oreille. C'est un petit peu dommage du côté des distributeurs. Donc, nous, on se place vraiment, donc, on dit marketplace pour que ce soit facilement compréhensible. On s'imagine rapidement Amazon, mais c'est un abus de langage. Normalement, c'est une plateforme. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre les deux, mais on ne s'occupe pas de la distribution. Donc, le chirurgien dentiste va avoir donc, son panier centralisé, il passe sa commande, il réalise son paiement. Le paiement passe donc par le compte Stripe Connect de TB, et donc est redirigé vers le distributeur concerné avec une prise de commission de 10%. Et ensuite, le distributeur assure la distribution du produit et la gestion du service client. Dans notre roadmap, on a aussi prévu donc, des fonctionnalités SaaS qui seront donc accessibles via abonnement. Un outil de gestion des stocks qui sera forcément lié à la marketplace, parce qu'aujourd'hui, les dentistes gèrent leur cabinet comme un business, mais ils n'ont aucun outil réellement. Tout se fait via papier, donc c'est un enfer. Et donc, une minute. On voudrait justement adosser ce module de gestion à la marketplace. On a aussi prévu une interface de vente groupée pour adresser donc, le plus gros matériel et permettre aux distributeurs de vendre justement des matériaux qui sont moins accessibles via la marketplace. Notre marché aujourd'hui, c'est plus de 44 000 chirurgiens dentistes pour un marché de 2,3 milliards, ce qui est très conséquent. Et on vise les dentistes français. En termes de concurrence, aucune marketplace existe en France. Et donc, on va être c'est un océan blanc, quoi. On est la première plateforme à proposer ça. Notre business model
c'est donc d'un côté marketplace et d'un autre côté donc fonctionnalité SaaS avec un abonnement tous les mois. L'équipe est composée donc de Pia, ma cofondatrice, qui est donc chirurgien dentiste, Elliot pour le côté tech, et on a aussi une équipe de développeurs. Notre prévisionnel est quand même assez intéressant, avec justement une belle possibilité de rentabilité. Et aujourd'hui, notre roadmap, ça va être, donc on vient de finaliser notre MVP aujourd'hui. On est en train de justement faire l'acquisition de premiers dentistes. Donc on a déjà fait des tests, hein. Donc là, c'est vraiment pour la commercialisation. Et on espère pouvoir lancer très rapidement aussi le développement des autres fonctionnalités pour pouvoir compléter et dérisquer. Donc nos besoins en financement sont de 1,5 million, parce que voilà, on compte dépenser environ 900 000 euros juste pour l'année prochaine, et notamment pour aller ouvrir justement toutes ces équipes marketing et commerciales pour pouvoir accélérer notre développement commercial. Aujourd'hui, on a donc un MVP, plus de 3200 clients visiteurs uniques, de 3200 visiteurs uniques sur notre landing page, plus de 1000 dentistes qui nous suivent donc, sur les réseaux sociaux et aussi qui sont inscrits à notre newsletter. On a plus de 20 distributeurs qui sont prêts à être intégrés et 8 contrats déjà signés avec eux. Parmi eux, 3 développeurs déjà au sein de l'équipe. On a levé aussi pas mal d'argent, notamment auprès des dentistes, ce qui est assez intéressant parce qu'on a pu voir que les dentistes étaient prêts à investir sans contrepartie au sein de notre projet parce qu'ils ont une réelle friction par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà, on est à Station F, au School Lab, et on a un advisory board d'une vingtaine de dentistes qui nous accompagnent dans le développement de ce produit. Je vous remercie. Parfait, merci Enzo. Excuse-moi, merci Enzo. Je te laisse un peu plus longtemps pour finir cette dernière slide. Un petit peu Pas grave. On est là pour le feedback, donc justement, qui veut démarrer la session de feedback? Je suis bien. Enzo le prend pas mal, mais prends ton deck, mets-le à la poubelle, on recommence. Honnêtement, Okay. C'est pas un deck. Enfin, ça dépend auprès de qui tu veux lever. Si tu veux lever auprès des dentistes, peut-être qu'effectivement ça va. Pour lever auprès d'Angel, l'Angel, il passe 4 à 5 secondes par slide. D'accord? Donc tu comptes slide 1, slide 2, slide 3. Donc tes slides, ils sont. Oublie tout ce texte. Fais-nous une vraie présentation. Tu vas voir les autres. Tu as vu pas pondu, etc. Faut que ça soit beaucoup, beaucoup plus succinct. Après, le sujet, il est super intéressant. C'est une marketplace sur le dentaire, un énorme marché adressable, une possibilité d'abonnement, de commandes groupées, etc. Deuxième point, tu as 1,5 million en frais revenus, tu as juste un proto à MVP, c'est compliqué. Ça veut dire une valeur de 5 ou 6 millions en prêt revenus. Ça paraît quasiment impossible. Il faut que tu coupes en deux. Il faut que tu fasses une première levée BA de quelques centaines de kilos qui t'amène à avoir de l'attraction commerciale, un premier catalogue, des métriques, etc. Et après, tu complètes avec un seed VC d'1 million ou 2 pour t'amener à la rentabilité. Mais vraiment, tu desserres ton projet avec ton deck. Okay, ça marche. Très clair. Je vais être encore un peu plus critique. Je pense qu'en fait, il n'y a même pas de marché. 2 milliards de profondeur de marché adressable, c'est déjà surestimé. 44 000 sur un dentiste, ça ne mérite pas de monter toute une marketplace. Donc, je ne suis pas du tout optimiste en fait sur ta capacité à vraiment faire une boîte scalable pour adresser ce besoin-là. Dans quel sens? Si tu veux vraiment, je ne pense pas qu'il y ait assez de clients, qu'il y ait assez de business sur cette niche des chirurgiens dentistes. Donc, tu pourrais envisager de regarder la question de manière un peu plus large sur différentes spécialités médicales. Parce que là, je pense que c'est irréaliste, en fait, ce que tu essaies de faire. Il y a probablement un besoin qui a été identifié, tu vois, mais je ne pense pas qu'il soit partagé par suffisamment de monde pour justifier le fait de monter une boîte qui sera scalable. Ça, c'est sur le fond des choses. Je rejoins tout à fait Julien sur la forme. Et franchement, tu t'es cramé des cartouches, mais vraiment, c'est dommage. Tu vois, tu fais un pitch devant un jury, tu n'es pas dans une salle. Tu as de la chance, il n'y a pas de bruit derrière toi. Mais tu n'étais pas prêt, ton deck t'as dû redémarrer l'ordi, ça ne fait pas du tout pro. Et je suis désolé, mais quand Félix s'interrompt, tu dis que c'est fini, tu vois. Il faut que tu apprennes aussi à respecter un peu le temps du jeu, là, tu vois, c'est un 6, mais il faut que tu arrives à mieux à t'adapter en fait à ton interlocuteur. Donc je suis moins optimiste que Julien. Ok, ça marche. Et non, mais c'est intéressant par rapport à la profondeur du marché parce que tu penses que 2 milliards, c'est pas suffisant. Alors déjà, je pense que ton 2 milliards, il est surestimé. Et même s'attaquer à un marché de 2 milliards, c'est. Surestimé, non, c'est les chiffres du Comidan. Je pourrais t'envoyer le lien. Bref, en fait, au-delà de 2 milliards, c'est les 44 000 chirurgiens dentistes. Bref, je me dis, tu vois,
Ouais, pourquoi Déjà, t'arrêter là? je pense que l'âge moyen de ces professions-là, il est assez élevé. Donc, de toute façon, tu vas avoir une bonne partie de ces dentistes qui vont rester à leurs habitudes. Donc, en fait, c'est ton target addressable market qui est à remettre en question. C'est-à-dire que, effectivement, le volume de dépenses de ces dentistes-là en matériel dentaire, il est le suivant. On reprend ton 3500 fois les 44 000, ou moi j'ai trouvé 42 000, tu as 1,7 milliard. Enfin, voilà, enfin, en gros, tu es autour des 2 milliards. Mais là, ce qu'on a noté, tu vois, dans les développements du marketplace comme Doctolib et bien d'autres, c'est que c'est des professions qui sont difficiles à digitaliser. Et nous, on a investi dans d'autres types de marketplace sur des produits pharmacaux et tout. C'est compliqué. Et en plus, c'est un marché dans lequel la distribution de ce matériel dentaire est très concentrée entre les mains de quelques grossistes ou de fournisseurs et qui ont déjà développé, qui sont déjà brick and mortar, c'est-à-dire qui ont déjà développé. Alors, c'est clairement pas les. En gros, tu vas voir, les principaux fournisseurs ont tous les moyens d'acheter en online. Voilà. Nous, aujourd'hui, on En discute soi, avec eux. en soi, ça respecte pas les codes, tu vois, dans Miracle ou des meilleures marketplaces françaises, mais il y a la moyen d'acheter son matériel dentaire en ligne chez ces fournisseurs-là. Voilà. Mais le problème, c'est que justement, là où on est un peu prudent, je pense, et ce qu'on soulève, c'est que bien évidemment, quand on met tous les chiffres multipliés comme tu l'as fait, le marché il paraît idéal, mais par rapport au risque qu'on identifie là ensemble, on se dit, tu vois, un investisseur un peu aguerri, on se dit, attends, il y a des choses que tu es en train de sous-estimer, tu vois. Donc, après, du coup, je l'ai pas multiplié, je l'ai fait dans l'autre sens. Je suis parti des 2,3 milliards qui est un chiffre qui est exprimé par le communant aussi. Donc, c'est des stats. Oui, mais je suis en train, je suis en train de te donner raison, puisque en fait, les multiplications fonctionnent par rapport au ok, autant pour moi. Je pensais Hein justement l'inverse. Mais ok, ça marche. Pour le dire différemment, si tu prends 10% des dentistes et 4 000 dentistes, tu prends 8% de com sur 45 000, ça fait 3 500. Donc, c'est un business à 10 millions par an. Bon, pourquoi pas, avec une belle rentabilité et tout, mais il faut que tu montres comment tu vas arriver à récupérer 10% de part de marché, parce que c'est quand même significatif. Donc, il faut vraiment que tu expliques ta différenciation. Alors, est-ce que c'est parce que tu as plein de petits consommables, plein de trucs à droite à gauche que tu vas regrouper? Dans ce cas-là, tu as une question sur l'inventaire, construire le site de ta marketplace. Tu vois, le risque qu'on identifie, je pense, avec ce type de marketplace spécialisé, c'est que ton coût d'acquisition va être important. Le temps que tu vas passer avec tes utilisateurs aussi, parce que c'est une profession qui n'a pas eu l'habitude de se digitaliser et tout. Et en fait, tu ne vas jamais réussir à atteindre le break-even ou la vélocité qui va te permettre, tu vois, d'être rentable ou de tenir ta marketplace, quoi. Et donc, soit tu vois plus grand avec d'autres professions, soit en fait, pense pas forcément au schéma de financement classique en nous disant que tu vas lever 1,5 million et autres, mais lève effectivement quelques centaines de cas avec des pros et puis peut-être que tu n'auras pas besoin de lever plus en fait. Parce que voilà. Et visiblement, c'est une histoire familiale aussi, avec des professionnels qui vous soutiennent déjà. Peut-être que tu seras la top marketplace de référence sur le métier de dentiste, mais clairement, tu seras sur un marché trop niche pour qu'un VC s'intéresse à toi aujourd'hui, quoi. Qui te versera du dividende toute ta vie, et tu n'auras pas obligé de sortir parce que tu n'auras pas d'investisseur. Ouais. Tu vois, moi, je bosse avec un jeune BA qui doit avoir autour de ton âge et qui a revendu sa boîte de formation dans la profession médicale en 3-4 ans. Il s'est associé à un parent dans la profession et puis aujourd'hui, il est BA à ton âge, quoi. Et donc, potentiellement, c'est ça l'histoire que tu raconteras. Moi, je te le souhaite, mais pas celle de lever 1,5 million, très revenu et tout ça, quoi. Je pense que tu n'auras pas besoin d'autant et si tu le fais avec il faut réfléchir à la structuration. Ouais. Je pense que c'est un peu ta stratégie de financement à revoir, tu vois. Parce que tu as la chance d'avoir des dentistes qui ont de l'argent, donc peut-être qu'effectivement tu peux lever suffisamment pour atteindre le break-even. Je vais devoir vous arrêter là, parce qu'on va passer au prochain pitch. Mais merci Enzo, merci Emmanuel pour votre feedback. Top. Maintenant, j'appelle Alexandre pour Nuta. Ouais, ça marche. Écran et ma comme fenêtre. tu dis go et je lance le chrono. Ok. T'es en mute par contre. Ok, est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes. Vous voyez l'écran?
Parfait. Super. Bon, bah alors aujourd'hui, je vais vous parler, moi, des conversations que l'on a tous les jours en tant que professionnel. Je pense que vous en avez souvent, comme on a maintenant, des webinars, des meetings, des calls, plusieurs fois par jour. Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer en fait tout le savoir, toute l'intelligence qu'il y a dans ces conversations, qui souvent en fait n'est pas analysée. Alors pour la petite histoire, je suis ingénieur et je suis passé commercial et j'ai vraiment adoré ça. Par contre, avec mes collègues, après avoir fait toute une semaine de calls, de meetings, à être allé chez les clients, ça nous prenait 5 heures par semaine. Donc tous les lundis matins, on se mettait ensemble et on remplissait notre CRM. Je sais pas, pour ceux qui ont fait commercial, ils doivent savoir vous devez savoir ce que c'est une CRM. Enfin, le CRM, c'est là où on va rentrer toutes les informations au client. C'est très important pour le manager, pour pouvoir suivre aussi ses affaires. Et ça prend énormément de temps. Alors, après avoir parlé autour de moi, j'ai remarqué que ce problème, en fait, il est évident. Hein. Quand on est en train d'échanger à l'oral, on n'a rien pour prendre des notes, sauf nous-mêmes, à la main. Et ce qui fait que, eh bien, déjà, on va plus être focus sur l'échange. Ça a dû arriver à tous. On va perdre de l'information. On ne va pas être au maximum de nous-mêmes parce qu'on ne va pas suivre le guide que l'on souhaite suivre pour optimiser notre conversation. Le manager ne va pas savoir comment traquer, il ne va pas avoir de suivi sur notre échange. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai précisé, le temps qui est consommé pour re-rentrer ces informations dans le CRM est considérable. Alors, avec Nuta, nous, ce qu'on veut proposer, c'est que les personnes puissent se focus à 100% sur leur meeting, sur leur échange, et que Nuta, ce soit leur assistant et qu'il fasse ce reste. Alors, comment? Eh bien, grâce à notre solution qui va se faire en 3 étapes. La première, c'est un outil qui va en fait enregistrer toutes les réunions, qu'elles soient en ligne, que ce soit des conversations téléphoniques, Zoom, Teams, Meet, Aircall. On va l'enregistrer. L'utilisateur, donc principalement un sales pour démarrer, va pouvoir suivre en fait le guide de son entreprise, donc le guide de l'échange qu'il doit effectuer en live. Et ensuite, dès qu'il a terminé sa réunion, il clique sur Stop et un rapport automatique va se générer de la conversation. Donc ça va être une première, c'est-à-dire que ça va être une première, grâce à des intelligences artificielles, on va être capable d'extraire les informations les plus importantes pour chacun des éléments en fait, de sa conversation. Et ensuite, ce rapport, on va pouvoir l'envoyer directement dans la CRM ou dans son outil de suivi, comme on peut le voir ici. Alors, sur quel marché est-ce qu'on se positionne? Donc, comme je vous l'ai dit au départ, on va se positionner sur les sales parce que c'est là où moi, j'ai expérimenté le problème. Derrière, le marché, il est bien plus grand. Toutes les personnes qui font des réunions, potentiellement. Donc, les sales, il y en a beaucoup dans le monde. Et puis, surtout, quand je regarde là, aujourd'hui, le marché des CRM, c'est le marché logiciel qui a le plus fort taux d'accroissement sur les années qui suivent. Et selon Salesforce, donc la plus grande société de CRM, il va être, c'est l'IA et l'automatisation qui va être leader dans ce marché dans le futur. Donc pile poil là où on veut se positionner. Donc nous, ce qu'on vise, c'est une market share de 1 à 2% sur les 5 ans qui suivent. On se positionner sur 70 000 à 140 000 sales sur ces années-là. Donc, ce qui nous ferait un ARR entre 70 et 140 millions pour les sales. Alors, pour vous ayez un petit peu une idée de où on se positionne vis-à-vis du marché, nous, on va vraiment aller attaquer Gong, Chorus, Mojo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gong, c'est le plus gros outil de Conversation Intelligence. Donc, aujourd'hui, ils sont valorisés 7 milliards. Ils travaillent pour les sales, pour en fait prendre leur conversation et aider à faire de l'analyse et de l'optimisation. Comment est-ce que nous, on va pouvoir se différencier par rapport à tous ces outils qui sont déjà en place? Eh bien, déjà, nous, on va être là de A à Z, c'est-à-dire que le sales, il va simplement avoir à parler et nous, on va aller chercher un rapport bien plus complet et automatisé. Alors qu'aujourd'hui, il s'agit surtout d'éléments peu concrets Une minute. vont pouvoir sortir. Nous, on va aussi se positionner sur le temps réel. Donc, le temps réel, en live, on va donner des informations de l'intelligence aux sales. Alors, pour les petites informations, aujourd'hui, on travaille avec plus de 50 business. On a 10 000 utilisateurs sur notre plateforme et on a un MRR à 7 000 €. On a un modèle SaaS assez classique. Pour toutes les personnes qui viennent pour la transcription et le sous-titrage, on a deux souscriptions. Et pour les teams, pour les équipes, on va avoir quelque chose de plus complet avec de l'IA et du mode collaboratif.
Alors, Darius, c'est mon CTO, c'est mon ami aussi, et on travaille ensemble depuis longtemps. On avait fait la même école d'ingénieur. C'est un magicien sur le code, et moi, du coup, j'ai eu beaucoup d'expérience sur le business development en France et à l'étranger. Aujourd'hui, on cherche à lever 500 000 euros pour surtout créer le meilleur produit pour en fait récupérer toutes les informations qui se cachent dans nos conversations, et aussi pour faire connaître la plateforme au plus grand nombre et à l'internationalisation. Hop. Je vous remercie Ah. et je serai rapide de répondre à vos questions. Parfait. Bon, bah, ça finit sur la bonne slide. Bah, merci beaucoup, Alexandre. Super présentation. Bah, là, je vais laisser qui veut commencer. Philadelphe. David, ouais, David, c'était à toi, mais bon, quand tu... Ouais, mais si tu veux, je peux commencer. Écoute, super Alexandre. Tu t'es pas trop présenté ni l'équipe. Vous lancez quand même un SaaS B2B. Il y a de la grosse concurrence sur le secteur, donc ça m'intéresse un peu d'en savoir plus sur les petits génies. Et puis, tu dis que tu as déjà 450 clients. Ça m'intéresse que tu parles un peu plus des chiffres et de l'évolution que ça a eu. Donc, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail sur ces deux points? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis ingénieur. J'ai fait une école d'ingé avec Darius, du coup, mon CTO. Donc, on se connaît depuis ça fait 8 ans, 7 ans maintenant, ça commence à faire déjà. Et donc, on a essayé de monter quelques petits projets. Puis, en rentrant tous les deux d'Australie, on s'est dit, vas-y, c'est bon, on se lance. Donc là, voilà, j'ai fait ma phase d'idéation, j'ai vraiment réfléchi au marché. On s'est lancé sur Nuta à 100%. Après, on a intégré Station F. Après, sur les chiffres, donc sur la petite histoire, je pense que j'ai un petit slide en plus. Hop, non, ouais, celui-là. Bon, alors pour la petite histoire de Nuta, on a été créé en 2020. Direct en 2020, on a lancé de la R&D. Donc la R&D, c'est quoi qu'on a lancé? On a lancé du Olivier, qui va probablement devenir l'un de nos associés, on va dire. De l'un de nos associés. On a lancé de l'IA pour avoir aujourd'hui beaucoup d'IA qui sont prêtes. Donc les IA sont prêtes. On a levé quelques fonds non dilutifs auprès de la région. Ensuite, voilà, là, on est en plein AppSumo. En 7 jours, on a fait une très, très bonne campagne. On a réussi à générer en vente plus de 180 000 euros. Donc, vu qu'on n'a que 30%, mais ça nous revient à nous, on a généré 60 000 euros. Et ça dure un mois. Donc, voilà, on espère aller à 120 150 000 euros dans notre trésorerie. À la fin de l'année, on va lancer de la vraie R&D avec le laboratoire Anity, qui est à Toulouse. Et c'est en fait les meilleurs sur la partie intelligence artificielle, NLP. Là, nous, on a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Je te coupe, Alexandre. Ouais, je te coupe, Alexandre. Donc, tu fais du logiciel SaaS, ok, tu me dis que tu as 450 clients. J'imagine que tu as vu plein d'articles sur sur l'attraction d'un logiciel SaaS. On attend, tu vois, des KPI assez précis, que ce soit en termes de coût d'acquisition ou en termes, tu vois, d'abonnement moyen par client. Est-ce que tu es sur de l'abo annuel? Est-ce que tu es sur du MRR et plutôt du monthly? Donc, est-ce que tu es capable de me dire aujourd'hui, c'est quoi ton MRR ou ton ARR, je sais pas, avec ces 450 clients? Ouais, alors du coup, je vais découper ces 450 clients, enfin plutôt ces 550 en plusieurs parties. On va avoir les clients qui vont venir d'eux-mêmes, qui vont avoir voilà, des… Non, attends, ouais, on n'a pas le temps en fait. Donne-moi un chiffre, c'est quoi déjà, tu parles de On a 7 000 en MRR. slide. On a 7 000 en MRR et avec les business, on fait des ventes à entre 3 et 6 000 sur des contrats annuels, à peu près. D'accord, ça paraît très peu. Tu me parles de clients comme Kantar, Opinionway, qui sont des énormes boîtes. Là, tu me parles de 550 clients plutôt que 450 et j'ai 7 000 de revenus mensuels. Tes abos sont très, très faibles, j'ai l'impression, par rapport à la valeur que ça apporte. Comment tu fais de ça? Comment vous avez réfléchi ça? Oui, on y a réfléchi. Ouais. En fait, là, aujourd'hui, on n'est que sur la phase transcription. C'est pour ça qu'on va aller plus loin que ça. La transcription, les gens, ils vont venir, ils vont avoir du one-shot. Donc, on va avoir un fort churn. On n'arrive pas à créer le habit. C'est-à-dire, les gens, ils doivent utiliser tous les jours. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement créer une appli desktop pour que les gens utilisent à chaque fois qu'ils ont une réunion, ils utilisent Nuta. Donc, s'ils utilisent Nuta à chaque fois qu'ils ont une réunion, là, on va avoir du MRR beaucoup plus récurrent. On va pouvoir monter et gonfler les chiffres bien plus, en fait, comme ils devraient l'être. Ok. Je pense que ça vaut le coup de faire une petite formation sur les chiffres, parce que du MRR, c'est récurrent. Mais il faudrait peut-être que tu aies une petite formation sur les KPI clés, tu vois, dans ça, c'est comment on parle de l'attraction. Parce que là, il y a des trucs, tu vois, moi, j'ai envie de creuser, parce que
550 clients et 7000 de MR, ça me paraît, il y a un ordre de grandeur qui est trop différent par rapport aux typologies de clients dont tu parles. Et voilà, dans ton pitch est un peu confus. Il faut quand même que tu te dises que ça fait 10 ans qu'on va voir plus qu'on investit dans du logiciel B2B en France et dans des startups équivalentes. Donc, les investisseurs ont l'habitude d'entendre des choses. Et je pense que ça vaut le coup que tu te fasses un peu challenger plus en détail sur ces infos. C'est un peu long. De mon côté, nous, on utilise Gong, on a testé Gemini. Je comprends pas ton ambition, les slides du début. Là. Si ton ambition, c'est d'économiser 5 heures par semaine aux commerciaux, honnêtement, c'est faux. Il faut que tu dises, voilà, je suis le Gong V2 nouvelle génération parce que je vais apporter tel truc de différent. Parce que vous êtes super en retard, les gars. Gong, 7 milliards de valo, le truc, il est génial. Tu me parles de 3 propositions de valeur, transcription, voix, data. Bon, ça, Zoom Transcript, il le fait tout seul. Le temps passé sur le CRM, moi, je crois pas que c'est ça la proposition de valeur. Et troisièmement, nous, et la raison pour laquelle nous on a pris Gong, c'est Sales Improvement, c'est l'AI, c'est-à-dire que le Sales Manager, maintenant que tous les meetings ils sont sur Zoom, le Sales Manager avec Gong, il analyse tous les meetings de ses commerciaux, il comprend le temps passé à écouter, à poser des questions, comment il a traité les objections, quels sont les trucs qui reviennent, ils extraient de la data de manière à améliorer le taux de conversion des calls clients. C'est pour ça qu'on utilise Gong, c'est pas pour économiser 5 minutes sur HubSpot à rentrer des données. Et là-dessus, c'est loin dans ta roadmap. Donc, c'est un super sujet. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui se montent, Gemini, etc. Il y en a plein. Mais attention, il faut vraiment que tu positionnes ta proposition de valeur. Et puis, il y a une sacrée concurrence. Tu vois, Gong, par exemple, nous, on paye 120 € par mois par site, mais on a 25 commerciaux, on paye 25 fois 120. Donc là, je rejoins David. Je ne comprends pas comment tu arrives à 7000 de MRR avec 450 clients. Et nous, on n'est pas le CNRS, ni, je sais pas quoi, Sodexo, je sais pas quoi. Voilà. Et du coup, tu lèves... voilà, mais voilà le principe. Tu vois, c'est quand même un super terrain, mais c'est un terrain miné. Il y a des gros acteurs, ça va très vite. Gong, ils ont quand même, je crois, 400 développeurs. En fait, le problème, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais en faisant du sales B2B et en levant des fonds, tu as le droit à 0 erreur. Parce qu'en fait, il y a tellement de boîtes qui lèvent, c'est 70% des levées de fonds en France. La moindre erreur va être repérée parce que en fait, les investisseurs investissent depuis très longtemps là-dessus. Et là, donc, il y a sûrement une clientèle, mais il faut que tu sais quoi ta différenciation, en quoi tu es meilleur que Gong, ou pourquoi tu veux faire quelque chose qui va prendre, quoi. Tu vois. Et tu as une petite typo sur la dernière slide, tu parles de 500K € et dans ta slide, tu as dollars. C'est vrai, parce que j'ai tout fait en anglais, donc j'ai tout mis en anglais, c'est vrai. Donc là, c'est 5 dollars euros, mais bon, récemment, je crois que c'était très proche. Du coup, regarde, Alexandre, je ne sais pas si tu as écouté les deux pitchs devant, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été émis par David et Julien. Mais si tu regardes, c'est des objections super intéressantes, de trucs qu'on a envie de creuser. Alors, ça serait quand même cool que tu puisses rajouter effectivement un peu plus de data sur tes cycles de vente et tes coûts d'acquisition, parce que c'est ça qui retient notre intérêt. En fait, ce qui est trop intéressant aujourd'hui, c'est que tu génères déjà du CA. Tu as un marché adressable qui a l'air d'être potentiellement plutôt réaliste. Et ce qui est bien aussi, c'est ton pitch. Franchement, j'ai bien aimé ton storytelling. J'ai bien aimé le fait que tu prennes le temps d'expliquer ce qu'est un CRM. Alors, on sait tous ce que c'est un CRM ici, mais ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Donc ça, c'est bien noté. Garde tout ça. Et après, dis-toi que dans le cadre de cet exercice-là, je ne sais pas combien de temps tu avais, 8 minutes ou je sais pas quoi, tu ne vas pas pouvoir répondre à toutes les objections qui t'ont été faites. Donc ton but, tu vois, c'est de susciter un peu l'intérêt des gens pour qu'on ait envie de te reparler et d'approfondir. Et par contre, je fais que baquer tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a un petit peu de boulot, mais tout ça, c'est des chantiers qui sont faisables. J'ai pas envie de te dire d'aller faire autre chose, tu vois. Donc, continue de creuser. Mais tu es un gladiateur à Rome, là, donc il faut que tu expliques comment tu vas t'en sortir. Ouais, je sais ils sont énormes, mais je pense qu'on a un créneau à jouer, quoi, sur le temps réel, sur des choses comme ça. Faut que tu commences par là. Ouais, ok. Et n'oublie pas que là, l'exercice, c'est de donner envie aux gens de te reparler. Moi, de mon côté, c'est plutôt réussi comme exercice. Ok, au plaisir de reparler à Station F, carrément. Super. Merci à tous pour les feedbacks. Franchement, super. Je vais travailler en cette direction.
Parfait. Merci Alexandre et merci au jury. Voilà, le feedback, parfois c'est un peu cash, mais il faut qu'il soit constructif pour justement t'améliorer à chaque fois ton pitch et la direction. Maintenant, on va passer à Emmanuel de Explo, qui est dans la salle, si je ne me trompe pas. Si tu veux bien partager ton écran. Avec plaisir, mais j'arrive pas à partager là. Il faudrait que Alexandre arrête de partager. Là, ça doit être ça. Ok. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est Yes. bon. Ok, j'avais oublié que je partageais. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Super. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel, j'ai 23 ans et je suis passionné de voyage à vélo et je suis ravi de vous présenter Explo. Alors, tout part d'un problème que je pense que vous connaissez, c'est que le tourisme est responsable de 8% des émissions de CO2 mondiales. Pourtant, il y a 70% des Français qui veulent voyager de manière plus responsable. Alors nous, on explique ce paradoxe par le fait que la complexité d'organisation d'un voyage itinérant, qui sont des alternatives plus responsables au voyage que l'on connaît, cette complexité freine le développement du cyclotourisme, par exemple. Et ça tombe bien, puisque Explo a une mission qui est de démocratiser le voyage à vélo. Ça, c'est notre mission. On a une solution pour réussir à faire ça. La première, c'est de faciliter l'accès au voyage à vélo, d'ensuite de rassembler les cyclo-voyageurs au même endroit et de les fédérer, donc de les faire participer. Concrètement, avant de vous parler du produit, je vais vous expliquer comment on l'a créé. L'idée, c'était vraiment de faire un produit pour les cyclo-voyageurs, par les cyclo-voyageurs. Alors, on a construit un groupe Facebook avec une trentaine de cyclo-voyageurs qui ont entre 20 et 65 ans et qui ont participé activement au développement de la plateforme, donc en donnant leurs idées, leurs feedbacks, etc. Donc, le produit, parlons-en, c'est la plateforme du voyage à vélo. Donc, en fait, on centralise toute l'organisation d'un voyage sur un site et tout est collaboratif. Donc, on n'est pas du tout une agence de voyage. L'idée, c'est que c'est un outil intuitif sur lequel le voyageur crée tout lui-même, de A à Z. Donc, il va créer son itinéraire, simplifié de manière personnalisée. Et ensuite, nous, on lui montre autour de son itinéraire les lieux d'intérêt et les hébergements. Et puis, il suffit juste de les rajouter pour que l'itinéraire se recalcule. Puis, en plus, je vous disais, c'est collaboratif. Donc, tout le monde peut partager ses propres lieux d'intérêt, ses points de bivouac, ses tronçons de route, etc. L'idée, c'est que la communauté vive sur Explo. Le modèle économique, c'est on est une plateforme SaaS donc, qui coûte 30 € par an. Il y a un accès gratuit à la plateforme pour la création d'itinéraire. Le reste est réservé aux abonnés. Et en plus, on a un petit peu d'affiliation parce qu'on est apporteur d'affaires pour Booking et Combo. Je fais un petit détour par le marché du cyclotourisme. En 2019, c'est 20 millions de voyages à vélo qui ont été faits. Ça représente à peu près une dizaine de millions de cyclotouristes en Europe. En 2018, c'est 3,3 millions de cyclotouristes en France. C'est des études qui datent un petit peu. En revanche, on peut raisonnablement penser que c'est un marché d'avenir. J'ai mis 3 points qui sont importants. La première, c'est la hausse de l'intérêt pour le cyclotourisme. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Voyager en France à vélo, qui a 69 000 membres. Il y a 2 ans, il en avait 20 000. C'est plus de 1 000 nouveaux membres chaque semaine sur ce groupe. Donc, ça témoigne vraiment d'une hausse de l'intérêt. Et en plus, le marché du vélo explose également. C'est plus 25% de vélos vendus en 2020. Et qui dit plus de vélos, dit plus de potentiel voyage à vélo, plus les infrastructures cyclables se développent. Le lancement donc, de la plateforme, c'est le 27 avril 2022. J'ai juste fait un post sur LinkedIn qui a buzzé. Enfin, j'ai mis une vidéo où je pitch la boîte et la vidéo a été vue 600 000 fois. 2 mois plus tard, c'est 50 000 visiteurs uniques sur Explo, 1600 comptes créés, plus de 600 voyages sauvegardés. Et ça augmente encore un peu. Donc, on a dépensé 0 € de CAC et 137 clients payants, donc 4 000 € de chiffre d'affaires. Donc, super, on a eu plein de premières retombées, des retours utilisateurs super positifs, des relais presse comme le Parisien, ou Europe 1 ou 20 minutes. Je voulais juste faire un petit détour par le plan d'action. Donc, comment on est arrivé là et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis à plein temps sur le projet depuis février 2021. Dans un premier temps, on a validé le concept, développé MVP, trouvé le product market fit avec les premiers explorateurs, donc le groupe Facebook dont je vous parlais. On a lancé puis structuré un petit peu en faisant une deuxième version de la plateforme pour augmenter la conversion. Et là, depuis 2 semaines, on est parti en levée de fonds, donc une petite levée de fonds d'amorçage de 300 000 € auprès de Business Angel pour recruter et avoir un budget marketing. Donc concrètement, l'idée de cette levée de fonds, c'est d'accélérer le développement en améliorant la plateforme web et en développant une application mobile qui soit le Waze du voyage à vélo. Donc on s'en fout complètement des radars et des péages. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir les voyageurs à vélo autour de nous, les lieux d'intérêt, les endroits où planter une tente. Et on ouvrira à l'Europe aussi. L'utilisation des fonds, c'est essentiellement de la masse salariale pour recruter un CTO, un développeur full stack, un alternant marketing et communication, et on se garde un petit budget freelance. Du budget marketing également, donc des campagnes classiques Google Ads et des autres coûts classiques, donc fonctionnement de la plateforme et des frais de gestion. Et je vous donne juste notre vision à long terme, c'est d'être la référence du cyclotourisme en Europe dans 5 ans. Le marché du cyclotourisme va exploser, on veut en être le fer de lance.
Je vous ai mis deux, trois milestones, donc 150 000 abonnés payants, une communauté active, donc pas forcément qui paye, mais qui participe. Et on veut diversifier nos produits pour simplifier l'accès au voyage à vélo, donc avec l'app mobile, avec des produits dérivés comme des sacoches, etc. Il y a plein de trucs à faire. Et je finis en vous présentant l'équipe qui porte Explo. Donc, il y a 2 fondateurs passionnés. Donc, moi, je vous dis, je suis Emmanuel, je suis le CEO et je suis depuis 1 an et demi à plein temps sur le projet, diplômé d'école d'ingénieur, donc Centrale Lille. Et j'ai été rejoint il y a 1 mois par Augustin, qui vient de l'EM Lyon, lui, et qui va plutôt se charger de la partie produit et communauté marketing. Et on sait s'entourer, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont venues nous aider. Marc, notamment, qui est consultant informatique, qui est le futur CTO. Il a 40 ans, il est, en plus de freelance, il est formateur dans des écoles d'ingé, donc c'est super chouette. Beaucoup de bouteilles pour la RH, ça va trop aider. Lewis, qui nous a aidé sur les missions de freelance. Et puis, on a quelques advisors. J'ai mis Frédéric, qui est le fondateur de Super Capital, pour nous aider dans cette aventure. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je suis ravi de répondre à toutes vos questions. Merci Emmanuel. Parfait, tu as été pile poil sur le timer quasiment. Si tu veux, David, tu peux commencer cette fois. J'ai commencé ça après toi. Mais top, écoute, je suis un amoureux des voyages en vélo aussi, donc ça me parle à titre perso. Bravo pour les voyages que tu as fait. Première question, ton marché, c'est le voyage itinérant ou le cyclotourisme? C'est le voyage itinérant. Ouais, parce que tu parles beaucoup de cyclotourisme, mais en soi, le voyage itinérant, ça peut être en caravane, ça peut être dessus, donc ça élargit ton audience, parce que le cyclotourisme, il y a une barrière d'accès. Tu utilises quand même régulièrement le mot cyclotourisme. Ouais. C'est le voyage itinérant à vélo. C'est juste que par cyclotourisme, tu peux entendre juste celui qui va prendre son vélo pour faire une petite balade. Une journée. Alors, pourquoi le choix? Parce que j'ai testé un peu le MVP là. Pourquoi choisir le vélo exclusivement? Parce que foutre des étapes et dire quels sont les points d'intérêt, que tu voyages en vélo ou en caravane, c'est la même chose, quoi. Parce que plus mon offre est large, plus la valeur perçue est diluée. Et que l'idée, c'était vraiment de cibler très précisément une communauté qui a les mêmes besoins pour leur répondre beaucoup. À la base, le projet était beaucoup plus large. C'était le voyage itinérant en général. J'avais développé un MVP, ça n'a pas pris. Et je trouve ça plus simple de cibler vraiment une communauté qui est hyper forte et qui a les mêmes besoins. Ok. Pour moi, il y a une différence entre la temporalité de ton business, ce que tu vises à long terme, versus ce que tu vends aujourd'hui. Donc, que tu vends du cyclotourisme, enfin, du voyage à vélo avec cette cible d'audience aujourd'hui parce qu'il y a une communauté forte, et que demain, ce que tu veux viser, c'est le voyage itinérant, c'est pas contradictoire, tu vois. C'est juste que effectivement, toi, tu as ciblé tu vois, l'audience des voyageurs à vélo parce qu'il y a une communauté forte et voilà. Ça t'empêche pas demain d'aller cibler aussi d'autres types de voyages, sachant que les fonctionnalités que tu développes, visiblement, elles sont utilisées à tous. Hein. C'est ta raison. Ok, et juste dans le positionnement que tu as, d'un point de vue du modèle, moi, j'ai peur que tu ne gagnes pas assez d'argent parce qu'en gros, 30 € par an versus voilà, le budget voyage, on se dit qu'il y aurait moyen d'optimiser par rapport à la valeur que tu proposes. Est-ce que tu as pensé ou même d'un point de vue de lui, de l'expérience et tout, on vit dans le freemium très peu de ce que vous pouvez apporter, donc il faut tout de suite payer. Comment vous avez repensé ça avec ton CTO qui vient d'arriver? Est-ce qu'il y a des idées là? C'est quoi la roadmap produit La roadmap produit, la roadmap du coup business model? Les deux. Démarre peut-être par le produit et comment tu vas augmenter ton panier moyen. Ok. Produit, donc je te disais, c'est développer la plateforme, donc la pousser sur tout ce qui va être collaboratif. Donc dans l'idée que tout le monde vienne vivre sur le voyage à vélo. Donc on va développer la plateforme avec tous les retours utilisateurs qu'on a eus. Et l'autre gros axe prioritaire, c'est l'application mobile pour que la boucle soit bouclée. Parce que là, c'est une plateforme de planification en amont. On a envie, dans un second temps, que les gens puissent aussi voyager pendant leur voyage et avoir des infos pendant leur voyage. Donc, c'est le Waze du voyage à vélo. C'est par rapport au business model, il y a cette idée il y en a plusieurs autres à développer. Le premier que je peux te dire qu'on a envie de tester, c'est d'avoir des partenaires premium, donc qui payent par exemple 50 € par mois. Et ces partenaires, ça va être des campings, des restaurants, des hôtels, et on les met en avant dans les résultats de recherche sur Expo. Tu vois, autour de ton itinéraire, tu mets en avant ceux qui ont payé. Et du coup, ça c'est un business model à tester pour convertir du coup ceux qui ne payent pas
comme tu disais. Comment est-ce qu'on monétise ceux qui ne payent pas leur abonnement? Justement, c'est cette idée de pouvoir leur ouvrir un accès sur lequel on aurait ces partenaires premium, tu vois. Donc, ils n'aient pas forcément besoin, qu'on limite un petit peu la partie premium, qu'on la repousse un peu plus loin pour que des gens qui payent absolument rien peuvent voir quand même ces fameux partenaires premium pour que nous, ça nous amène une autre source de revenus, tu vois. Bon, bah, super. Merci, Emmanuel. Je t'en prie. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin, ton projet, il est feel good. Ta présentation, elle est claire. C'est sympa. Là où je rejoins David, c'est que si tu t'adresses à des investisseurs, donc il y a, voilà, t'as un petit panier moyen et une communauté, par contre, très engagée. Donc, il doit t'amener au break-even. Puis après, derrière, tu dois pouvoir développer tout un tas de revenus annexes sur la recommandation de produits, sur la recommandation de lieux, etc. Donc, ça c'est super intéressant. Et puis après, tu dois pouvoir aller au-delà des Français qui font des voyages en cyclotourisme. Enfin, moi, j'habitais à Londres avant. Le nombre d'Anglais sur le Mont Ventoux avec leur vélo l'été ou dans la vallée de la Tarentaise, c'est énorme, quoi. Et eux, pour le coup, tu vois, tu dois pouvoir vendre des prestats. Tu dois pouvoir vendre de l'abonnement en dehors des frontières. C'est-à-dire, je viens en France organiser mon voyage en vélo, je trouve tout, je réserve mes hôtels, j'ai mes points d'étape, j'ai mes salles gastro, je sais pas. Mais, Non, bien sûr, ça c'est me semble prévu. être un marché beaucoup plus profond que ce que tu indiques. Mais... Moi, je suis d'accord et c'est prévu. C'est vraiment juste l'idée de, dans la stratégie de développement, je trouve ça beaucoup plus simple de cibler, Ouais, et ensuite d'ouvrir, parce que comme c'est très scalable, après, ce sera assez facile à juste traduire, quoi. Donc, mais dans l'idée, oui, c'est complètement prévu, carrément. Ouais, t'as une manière de t'exprimer qui est quand même super claire, super agréable. Je t'ai écouté jusqu'au bout, tu vois, t'as bien retenu mon intention. Moi, ce qui me manque, tu vois, c'est ta roadmap à court terme. Je comprends bien la vision, je vois bien ce que ça peut faire. Tu vois, il y aura plein de manières de monétiser plus tard. Je suis comme David, je suis pas convaincu par les 30 € par an, parce qu'après le voyage, tu voyages pas toute l'année, donc tu voyages plutôt en one shot. On pourrait creuser là-dessus, mais c'est pas ta problématique du moment. Tu as bien vu que tu pouvais aussi monétiser l'apporteur d'affaires, tu auras des pubs, etc. Moi, j'ai juste du mal à comprendre à quoi va ressembler, par exemple, l'année prochaine pour toi, et qu'est-ce qui fera que ça sera une année successful ou pas. Ça va quoi être tes priorités? Tu vois, encore une fois, si tu arrives à redécouper un peu ton projet step by step pour nous emmener étape par étape, ça serait un peu plus clair, tu vois. Ben, je peux te le dire en une phrase, si tu veux, plus à court terme, il y a l'application mobile dont je parle. Il y a la fonctionnalité qui manque à tous les cyclotouristes, c'est la possibilité d'avoir un itinéraire qui suit une véloroute. Ça, c'est pas encore dispo sur Expo, mais c'est ça qu'on va développer. Donc, quand tu tapes Orléans, Angers, il détecte qu'il y a la Loire à vélo et il te fait passer par là. Ouais. Ça, c'est un truc qui est demandé par toutes les personnes qui ont testé Expo. Et il y a le côté collaboratif qui fait que tu auras un réseau social où les voyages que tu as préparés sur Expo, tu peux les partager. Un peu comme ce que fait le travail, tu vois. Ouais, mais tu es en train de répondre produit en fait. Et quand je te parlais de roadmap, c'était plutôt c'est quoi les KPIs de succès pour toi l'année prochaine. Tu vois. Parce qu'effectivement, mon petit feature, ça se trouve, c'est ça qu'il faut, ça se trouve, c'est pas ça, mais ça va être quoi? Ça va être d'essayer de faire payer plus de gens, ça va être d'augmenter ta communauté Facebook. Tout ce que tu as fait, c'était bien depuis le début. Ça t'a donné des signaux positifs. Toi, tu as été capable de réduire les faire émissions venir des carbone. gens. Alors non, fais gaffe, hein. S'il te plaît, pas ça. Ça, c'est un impact. Il faut aujourd'hui prendre ça en compte dans ta boîte. Mais ce n'est pas le problème que tu résous. Tu ne résous pas le problème de l'écologie. Tu résous le besoin utilisateur qui est de quand je voyage à vélo, j'ai pas de plein de trucs. Je suis pas d'accord avec Julien. Je suis d'accord. Tu vois, décide un petit peu, tu vois, quel est le type de métriques qui vont définir ton succès l'année prochaine. Et ensuite, essaie de te dire, OK, bah, c'est quoi le budget pour atteindre ces métriques-là. Une fois que j'aurai fait ça, peut-être que je l'aurai un petit peu plus. Dis, on lève 300 000. L'objectif, c'est de faire 300 000 de chiffre d'affaires dans un an. Donc 10 000 abonnés payants. Bon, bah, OK. Ouais. Ouais. À développer. Parfait. Bah, merci. Merci Emmanuel. Merci Au jury encore une fois. Bah, écoutez, on va passer sur notre dernier pitch pour cette 5e session pitch feedback organisée avec City-Gaz et l'incubateur HEC. Donc là, j'ai invité Camille et Julie à nous pitcher et présenter Make My Mask. Oui, volontiers. Bonjour à tous. Alors, on est heureuse de vous présenter aujourd'hui Make My Mask, qui est la clinique du cheveu digital et green. Donc, on va déjà un peu se présenter. Donc, notre force, elle réside dans notre alliance parce que je suis docteur en pharmacie. Donc, j'ai travaillé 10 ans, moi, dans l'industrie pharmaceutique en marketing et vente. Et je suis Camille
2003. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie capillaire et cosmétique. J'ai travaillé pour des grands groupes américains en tant que directrice financière pour Revlon et Elisabeth Arden, entre autres. Donc, notre force, c'est vraiment notre complémentarité avec Julie. Et donc, du coup, en fait, tout a démarré d'une histoire de chute de cheveux postpartum, donc après notre grossesse. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux problèmes capillaires. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a 79% des Français qui ont des problèmes capillaires, donc il n'y avait pas que nous en postpartum, mais il y a énormément de problèmes sur le psoriasis, la pellicule, les chutes de cheveux. Et le souci, c'est que c'est une approche en fait multidisciplinaire qui entremêle plusieurs intérêts, médecine conventionnelle, naturelle, etc. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a un faible aiguillage des patients vers des professionnels et qu'il y a beaucoup d'automédication. Les personnes testent 5 à 10 produits avant d'avoir un produit qui sont vraiment efficaces. Et après, on a une accessibilité quand même très restreinte aux professionnels de santé via des déserts médicaux. Alors, la solution Make My Mask, elle est digitale. On veut développer la plateforme qui intégrera un diagnostic capillaire personnalisé, une consultation ou des consultations multidisciplinaires et une prescription et un suivi mensuel qui nous redirige vers une combinaison de traitements naturels ou alternatifs, toujours à impact positif avec des produits made in France ou locaux. Donc aujourd'hui, en fait, on a déjà reçu la bourse French Tech pour le diagnostic qu'on a déjà mis en place, une partie du diagnostic. Donc, ça prouve quand même qu'on a déjà un projet qui est innovant. On a identifié donc, plusieurs business models. Le premier point d'entrée, c'est bien sûr le diagnostic en ligne pour tous les patients qui est gratuit. Le patient ensuite va être orienté dans tous les cas vers un traitement naturel. Mais si en plus, il y a un signal du patient qui nécessite un professionnel de santé conventionnel, alors il sera redirigé vers une plateforme dédiée classique de médecine conventionnelle. Et si au contraire, il y a un signal du patient via le diagnostic qui nécessite un professionnel de médecine alternative, alors il sera orienté sur notre plateforme de médecine alternative qui ensuite donnera lieu à des achats sur notre marketplace produit. Le tout sera enregistré sur une interface de suivi de clients via une application mobile. Donc, pour résumer, on a 2 marketplaces qui vont être hébergés sur le même site Internet. Une plateforme de consultation, une marketplace de consultation de médecine alternative, on parle de naturopathes, de sophrologues, etc. Et une marketplace de produits, c'est-à-dire nos produits de la marque Make My Mask, mais également les produits de marques complémentaires qui peuvent être intéressants en association. En quelques mots, le marché du naturel, c'est 71% des Français qui déclarent avoir un recours à la médecine naturelle. À horizon 2024, le marché est énorme et représente 22 milliards de dollars. Et on a une forte croissance du marché des téléconsultations. 9 téléconsultations sur 10 donnent lieu à une prescription. Le marché du cheveu, c'est 96 milliards de dollars. À horizon 2025, 108 milliards de dollars. Donc, la croissance est colossale. Donc, la répartition du chiffre d'affaires, pour vous expliquer pourquoi c'est intéressant de faire cette plateforme de téléconsultation, c'est qu'en fait, elle va être vraiment drivée par cette plateforme. C'est vraiment un facilitateur pour vendre les produits de notre plateforme. Donc, 68% des produits vont venir des consultations. Notre ambition, c'est 50 millions à 5 ans. On a identifié plusieurs canaux d'acquisition. Tout d'abord, B2B, à travers des salons, des partenariats associatifs, des partenariats avec les écoles de naturopathie, par exemple, partenariats avec des marques haircare, médias, influence de professionnels de santé, etc. Et donc, bien sûr, de l'acquisition B2C. Donc, on va aller chercher directement les clients avec notamment de la création du contenu organique qui est très, très intéressant via une chaîne YouTube, du podcast, du blog, mais également de l'acquisition payante, publicité en ligne, ce que l'on fait déjà. La phase de diagnostic et de traitement Make My Mask qui a déjà été testée et vérifiée, elle s'illustre par un taux de recommande de 48% sur nos produits Make My Mask. En 2 mots, nos clients, c'est déjà plus de 28 000 clients dans notre base de données et plus de 2200 clients actifs. Et on a généré 200 000 € de chiffre d'affaires en 12 mois seulement de vente. 1 minute. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir, nos clientes sont vraiment ultra satisfaites. Et d'ailleurs, c'est elles qui nous ont donné l'idée de développer cette plateforme de consultation en ligne parce qu'on avait énormément de demandes tous les jours pour avoir un accompagnement ou une compréhension déjà de la problématique qu'elles avaient. On offre une croissance ambitieuse et rentable rapidement. On veut être rentable à fin 2023 et on s'oriente vers un chiffre d'affaires de 54 millions à horizon 2027. Donc, pour ce faire, on a besoin de lever 1 million pour aider 79% de Français, pour développer cette plateforme de consultation qui va nous driver en fait cette génération de chiffre d'affaires, pour développer l'interface client de suivi post et bien sûr pour recruter notamment un CTO, un digital marketer, un business developer et
un Brand Innovation Manager qui va développer les produits de la marque. On a un board advisor qui nous soutient pour la majorité financièrement et stratégiquement, dont Milena et Xavier, qui sont des piliers en termes stratégiques et dans la tech. Donc, pourquoi investir? Parce que ça n'existe pas sur le marché. En tout cas, des plateformes pour spécialiser dans la problématique capillaire. 2, parce que c'est un potentiel de croissance qui est colossal, qu'on a déjà validé notre concept, que ça marche déjà, qu'on a une équipe solide et complémentaire. On fait vraiment des choses très différentes avec Camille. Et on répond à une problématique de santé. On est ravis de répondre à toutes les questions. Bon, parfait, ça finit parfaitement. Qui veut prendre le premier passage en feedback? Bon, je vais y aller. Non, super présentation, super marché, c'est super convaincant. Moi, je suis pas trop fan perso de la présentation à 2 voix parce qu'en fait, dans un pitch, on s'habitue à une diction, un volume sonore, etc. Et là, l'alternance de voix, moi, honnêtement, j'aime pas ça, mais bon. C'est fatigant, c'est ça? Ouais, parce que tu n'as jamais le même rythme en fait et le même volume sonore. Moi, personnellement, j'aime pas, mais peut-être que c'est quoi. Après, il manque peut-être un peu les unit economics, c'est-à-dire c'est quoi ton CAC c'est quoi ton coût d'acquisition par client et en quoi, quelle est la LTV de ton client et en quoi l'équation unitaire est Alors, la profitable. LTV, on l'a mis rapidement à ce niveau-là, au niveau des business models, où on marque les 50 €, on vous montre… ça, c'est pas trop une LTV. Ce slide, il est un peu moins réussi que les autres, je trouve. Mais bon. Ouais. De la même façon, votre slide de BP, le PNL est un peu trop taillé, je trouve. Mais sinon, non, franchement, c'est très bien. Il est un peu aride, quoi. Tu peux dire, tu vises 50 millions à 5 ans, 45% d'EBITDA, tu as un break-even en année 2. Ouais, c'est ambitieux. Non, c'est pas ambitieux. Enfin, franchement, on peut complètement. Non, c'est très bien, 50 millions d'avocats. C'est très bien. Ouais. Au contraire, c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'on a toutes les données. On a calculé vraiment le CAC par type de client et on a toutes les données. Enfin, si on a besoin de. Dernier point, pardon, je te coupe, mais un peu coûtant. Qu'est-ce que vous faites des data? Justement, les datas, déjà, elles nous servent à après retravailler le client. Mais en effet, c'est une donnée, on la garde précieusement pour après voir qui en aura besoin. Mais en fait, ça va être une data qui est… là, on a déjà généré 28 000 personnes. On sait toutes leurs problématiques capillaires. On a targeté tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait qu'il y a de la valeur, qu'on pourra retravailler, on pourra établir des partenariats après via ça. Et c'est aussi ce qu'on va vendre pour nos partenariats B2B. On va leur dire, non, mais on a déjà tant de personnes. Ça mérite d'être mentionné. Est-ce que c'est un angle qu'on veut donner? C'est un angle super important. À la fin, ta boîte, c'est de la data. Oui, mais bien sûr. Et là, on l'a généré qu'avec je suis curieux d'avoir l'avis de David au Philadelphie. Est-ce que votre boîte, c'est vraiment de la data? Parce que, après, si je me repasse du point de vue du consommateur ou de la consommatrice, si j'ai ce problème-là, je viens chercher un produit à la base. C'est mon intention. Qui ait besoin de tous ces services, en plus, c'est top. Mais est-ce que les marges ne sont pas suffisantes en fait sur les produits? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire travailler d'autres canaux de distribution que votre site e-commerce, etc., pour devenir la référence à travers les produits sur lesquels je pense que les marges doivent être sympas? Nous, on travaille vraiment sur la problématique capillaire. Et en fait, aujourd'hui, justement, ce n'est pas des shampoings ou des choses comme ça. Ça va vraiment être une problématique. Et en fait, aujourd'hui, les gens sont vraiment démunis. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer un traitement. Déjà, la marketplace de traitement tous ensemble, ça n'existe pas sur les problématiques capillaires. Donc ça, c'est on répond à un besoin parce qu'aujourd'hui, ils vont chercher un peu là, ils vont un peu en pharma, mais en pharma, il y a que des produits chimiques, il n'y a pas de produits naturels. Après, ils vont chercher en magasin bio. Après, ils vont chercher chez leur médecin. Du coup, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partout là-bas en fait où les gens vont déjà chercher? Eh bien, partout là-bas, on a cette marketplace de produits. Non, mais oui, tu as une marketplace, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas distribué en pharma? Tu vois, pourquoi est-ce que vous… En fait, c'est toujours le parcours client de la personne qui a un besoin. Son réflexe, tu me le dis, c'est d'aller en pharma, en rayon bio, machin. C'est peut-être là qu'il faut être présent avant de monter. Oui, mais on va remonter parce que le souci, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de diagnostic. Une fois sur deux, le pharmacien, il n'a pas le droit de donner quelque chose parce qu'il faut quand même valider qu'il n'y a pas d'autres problématiques. Parce qu'une fois sur deux, c'est quand même une maladie derrière qu'il faut identifier.
et qu'il y a un besoin, en fait, on a vraiment ce retour des clientes qui nous disent oui, mais moi, je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec un dermato, ça met 1 an. En fait, elles ont besoin de plus d'accompagnement et juste avoir un traitement unique qui ne fonctionne pas. Il y a un vrai manque d'accompagnement en fait autour. Et franchement, le pharmacien, il ne fait pas le taf pour ça, clairement. Nous, on a déjà des pharmacies, hein, on a une vingtaine de pharmacies qu'on nous produit, mais clairement, ils n'ont pas le temps de conseiller. Ils attendent juste que les gens achètent comme ça, comme dans un supermarché. Donc, ce n'est pas très intéressant. Il y a vraiment un manque d'accompagnement. En fait, la marketplace produit ou brick and mortar ne suffit plus à répondre aux demandes des consommateurs. Maintenant, les consommateurs, on est dans une nouvelle révolution. Ils veulent du personnalisé, ils veulent du conseil. Et donc, ça, on va pouvoir leur donner. C'est ça qu'on a comme retour. C'est le constat qu'on a fait. D'ailleurs, on a mis en place notre diagnostic en pharmacie aussi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en pharmacie, ils font le QR code comme ça. On a mis un poster, c'est très simple. QR code, tu flashes, ils font le diagnostic, ils montrent à leur pharmacien parce qu'en fait, on a vu, moi, je suis pharmacienne, hein, je connais très bien. Ils n'ont pas le temps. Donc, mais je suis d'accord. Mais vos produits, ce n'est pas des médicaments. On est d'accord. Il n'y a pas de. Mais on a une alternative naturelle à des médicaments. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on veut leur proposer les deux. C'est-à-dire que si tu as besoin de médicaments, on t'oriente vers un spécialiste qui va te prescrire un produit. Et en parallèle, c'est très important d'avoir une alternative ou un produit complémentaire. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de patients, j'ai des médecins, des cancérologues qui me contactent pour proposer mes produits post-cancer, post-chimio. Parce que justement, ils n'ont pas d'alternative naturelle. C'est très compliqué de mettre des choses post-chimio. Il faut que ce soit contrôlé. Et du coup, il y a des partenariats à faire. Et c'est là où c'est intéressant de mêler un peu la consultation. Donc, juste un petit retour d'expérience. Nous, on a essayé de le faire à l'incubateur avec une boîte avec des huiles essentielles. Et en fait, on s'est rendu compte que la personnalisation de ça, c'était très compliqué, que ça coûtait très cher à mettre en place et que c'était pas très rentable. Donc, au final, ce qui marchait le mieux, c'était de travailler une belle marque avec un produit qui est connu et qui est distribué à plein d'endroits pour que les gens puissent y arriver directement. Il faudrait que vous parliez aussi de Meden, medene.fr. Ils ont un retour d'expérience, je pense que c'est intéressant. Oui, mais parce que là, justement, c'est pas… oui, je vois, avec les huiles essentielles, ça peut être intéressant. Après, nous, c'est sûr que notre market, on ne va pas gagner de l'argent avec la consultation. Ce n'est pas du tout. Mais par contre, ça va driver du… c'est un convertisseur. C'est un convertisseur. Ou ils peuvent aller en direct. Donc, il y a les deux. Parce que nous, la belle marque, elle est déjà créée. En fait. Et on veut aussi proposer des autres marques. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que la marketplace produit… En fait, c'est bien d'avoir une seule marque, mais ça ne suffit pas. Souvent, en fait, on a besoin d'avoir plusieurs traitements. C'est une prise en charge globale. Il faut un complément alimentaire. Il faut ce type de médicament, ce type de traitement. Et en fait, c'est mais je suis désolé, il faut choisir votre métier. Soit vous faites une marque de produit, soit vous faites un service. Mais tu vois, la question qu'a soulevée Julie est intéressante. Est-ce que vous êtes une marque ou est-ce que vous êtes une boîte de… Mais vous avez dit le contraire au pitch d'avant. Ah oui, mais ce qui va te générer de l'argent, c'est les produits complémentaires. Ce n'est pas le business de base. Donc, en fait, chez vous, j'ai l'impression que les marges, je suis pas sûr. Bon, bref, je laisse David s'exprimer un peu, mais c'est intéressant. Ok, bon, merci beaucoup pour le pitch et les Q&A. C'est top, vous avez de l'aplomb dans ce qu'on voit que tout est bien construit. Et effectivement, il y a le track record personnel de chacune et puis de la marque. Mais effectivement, là, on ne peut pas vous reprocher de manquer de perspective sur les business models. Mais c'est hyper confus. En fait, on se perd et en fait, à la fin, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, moi, je serais plutôt à dire qui on est. Une marque Make My Mask avec le track record, votre track record à vous et la mission que vous vous êtes donnée et dire en gros comment les futures fonctionnalités ou les fonctionnalités dont vous parlez, la personnalisation du diagnostic, éventuellement une marketplace en surajout, vont servir la mission de la marque ou alors vous êtes une marketplace ou alors vous êtes autre chose. Et là, en fait, en distinguant les problèmes, la solution et puis les nombreux business models que vous actez, à la fin, on ne sait pas qui vous êtes. Et ça, c'est un point que relève Julien, Philomène, nous et moi. Et donc, on est trois. Je pense qu'il y a une petite part de vérité. Voilà. Et donc, définir qui vous êtes et après, ce que vous développez doit servir qui vous êtes et pas… OK. Voilà, c'est ce qu'on a voulu, donc ce n'est pas clair. Donc, il faut qu'on le prenne. C'est quoi? C'est une façon de présenter ou… Non, je pense qu'en fait, le truc, c'est que vous avez pris plein d'idées aujourd'hui des clientes qui vont dire ce qu'elles attendaient ou des clients, des investisseurs éventuellement, des partenaires, de plein de trucs. Et vous en êtes à une phase où vous avez fait un mix-max de tout avec toutes les briques en disant « Ah ouais, ça fait super sens parce que si on fait ça et ça et ça et ça et ça et ça,
on va faire un énorme truc et voilà, on va remplir notre mission pour 80% des Français et des gens qui perdent leurs cheveux. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas tout faire, tout surajouter et toutes les briques, comme par hasard, vont faire une fusée qui va décoller et vous emmener à 50 millions. Ça n'existe pas, malheureusement. Et donc, il y a une deuxième phase maintenant que vous allez devoir faire. C'est un choix. C'est quel prioriser, en fait, ce que vous voulez développer et comment ça va servir ce que vous êtes. Voilà. Et si vous êtes une marque, et ben alors à ce moment-là, il faut me dire en quoi la personnalisation va vous servir, en quoi le développement des réseaux de points de vente pharmacie va vous servir. Je trouvais que c'était super intéressant que vous ayez une vision digitale de votre diagnostic qui est en ligne et avec ce store to web possible via le QR code. Et tu vois, ça, c'est des sujets que vous avez abordés dans la Q&A qui sont super smart, qui sont super intelligents et que vous ferez mieux de mettre dans le deck plutôt que de me dire que vous ferez plein de briques différentes qui vont aller dans tous les sens. Et donc, pour moi, vous en êtes à une phase intermédiaire de votre pitch où là, il va falloir prioriser et définir en haut ce que vous avez développé dans votre roadmap. Là, ça va servir a priori une marque quand même. Et moi, tu vois, recommander d'autres produits, c'est très bien. Mais avant ça, je me dis, vous avez une donnée utilisateur qui vous donne de l'avance par rapport à n'importe quelle marque cosmétique ou autre, ou de santé, qui vous permet de développer des nouveaux produits en phase avec les attentes des clients. Et c'est une donnée consommateur qu'ont très rarement les marques historiques. Et donc, moi, ça me semblerait plus intelligent de me dire, plutôt qu'avant de recommander d'autres produits, faites du chiffre d'affaires avec l'intelligence que vous avez, c'est-à-dire je peux développer d'autres produits plus facilement parce que j'ai de la donnée et je sais ce qu'attendent mes consommateurs. Tu vois. Bon, voilà. Je pense que dans un mois, le pitch est différent et il aura beaucoup plus un esprit de synthèse et vous saurez pourquoi vous faites les choses. Mais attention, ce que David est en train de dire, c'est que le problème, c'est pas le pitch. Vous avez une super énergie, on pourrait avoir des slides, mais c'est pas ça le problème. Vous avez une question fondamentale de strat, de décider ce que vous voulez faire en fait de votre boîte maintenant. Vous avez un début de traction sur la marque qui est intéressante. Vous avez envie effectivement d'être super proche des clients, de faire tout ce qu'on vous dit, mais il faut que vous fassiez des choix beaucoup plus fondamentaux que juste un slide. Ouais. Souvent le deck, là on parle du deck et tout ça ou du pitch, mais finalement c'est le résultat d'un travail que vous faites de fond sur votre strat, des choix, des priorités. Et c'est pour ça que c'est pas là, on vous dit pas changer 3 slides et c'est réglé. C'est vous avez un mois devant vous là, à mon avis, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez prioriser, vous allez repartir sur les fondamentaux et à la rentrée, ça va se traduire par un nouveau deck. Voilà. Mais c'est pas le deck à changer, c'est le fond que vous allez revoir certainement ensemble. C'est intéressant de se revoir dans un mois. C'est clair. C'est très clair en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci, en tout cas, c'est très bien. Merci Julie et Camille. Voilà, c'était la fin de cette session, la 5e session Pitch Feedback. J'espère que ça a plu à tout le monde. Merci à tous les participants, merci au jury, merci aux gens qui nous écoutent. Je vous partage le replay, la vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Donc merci à tout le monde. On va se retrouver sûrement d'ici un mois et quelques pour notre 6e session. Mais après, évidemment, s'il y a des connexions qui sont à travers les participants, les membres du jury, on peut faire des introductions sans souci. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit très vite pour une prochaine session. Merci Félix. Merci Félix. Merci à tous. Au revoir. Bel été, bye bye.